Please be seated. Président. Alors, Maître Gosnell, nous allons vous donner plus. Nous avons donné plus que 25 minutes. Donc, vous êtes maintenant ultra préparé. Tâchez de garder les choses au minimum si possible, parce que nous ne voudrions pas voir ceci comme une partie de ping-pong. Nous avons maintenant suffisamment d'expérience pour savoir, enfin, faire la distinction entre la balle entre le grain et l'ivraie. Et entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Alors allez-y, Maître Gosnell, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens bien compte de votre commentaire. Je vais faire de mon mieux pour faire ce que vous souhaitez, mais bien que je ne pourrais peut-être pas être aussi détaillé que j'aurais souhaité l'être. Pour commencer, il y a la question des détonations. L'argument que vous avez entendu de l'accusation, c'est que ces détonations qui avaient lieu approximativement entre 5h et 5h20 prouvent qu'il y avait eu un massacre qui était en cours à ce moment-là. Je vais vous faire remarquer premièrement que ceci n'est pas un argument systématiquement présenté dans le mémoire. Ce n'est que maintenant que ça vient d'être présenté à ce stade tardif, mais néanmoins, je vais y répondre. Et voilà, à mon avis, il y a deux aspects, selon moi. L'un, c'est que les détonations qu'on entendait à ce moment-là, pendant... est-ce que ces détonations qui avaient lieu à ce moment-là étaient pendant le premier incident de tir? Deuxièmement, est-ce que des détonations qui sont audibles venaient effectivement de l'entrepôt de Kravitsa? L'accusation a commencé par dire, enfin elle se fonde principalement sur la déposition de Čelić, et après avoir décrit cette déposition, a dit que Čelić n'était pas très bon pour indiquer exactement quelle était l'heure ou le moment. Et rappelons-nous que ceci n'est pas contesté, il y a eu des grenades qui ont été lancées par la suite, mais ce n'est pas la question qui se pose. La question ici est de savoir si oui ou non des grenades ont été utilisées à ce moment-là, et si oui ou non ceci est indicatif du fait qu'il y avait eu un massacre en cours à ce moment-là. Rappelons-nous que ce n'est pas seulement Čelić qui n'est pas très bon pour les horaires. Nous avons une déposition selon laquelle il se trouve à entre 600 mètres et 1000 mètres de distance. Nous avons deux témoins qui étaient précisément sur place à ce moment-là, toutefois. Nous avons Đukanović, et voilà ce que dit Đukanović sur la question, à la page 11768, ligne 13 à 19. Je cite, très bien, approximativement, du mieux que vous pouvez vous en souvenir, combien de temps a duré cette fusillade? Réponse, eh bien peut-être de 10 à 15 minutes, mais pas tout le temps, pas de façon continue. Question, et indépendamment des tirs, qu'est-ce que vous avez entendu d'autre? Est-ce que vous avez entendu d'autres bruits très forts? Réponse, j'ai entendu des bruits, des explosions, mais ça, c'était déjà vers le crépuscule. Mais je ne me suis absolument pas approché. Fermez les guillemets. Maintenant, pour être franc, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Juge, lorsque vous lisez la déposition de ce monsieur intégralement, vous verrez qu'il y a un très grand nombre de problèmes qui se posent pour ce qui est de l'horaire. Et même des problèmes concernant la date du jour. Mais néanmoins, lorsque on regarde cette phrase, on examine cette phrase, je vous suggère qu'il est en train d'essayer de faire passer l'idée que ces grenades, en fait, avaient éclaté plus tard dans la soirée. Et ceci est cohérent par rapport à ce qu'il vous a dit. Le témoin 111, qu'en dit-il? Et excusez-moi de devoir repasser par une citation assez longue, mais c'est important, et c'est un témoin crédible. Au milieu d'une réponse que l'on trouve donc en haut de la page 6995,
on lit, et puis après un certain temps, je ne sais pas combien de temps, ils ont tout simplement changé de comportement. Et ils se réfèrent aux gardes. Brusquement, ils ont été en colère. J'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui allait changer, mais je ne savais pas ce qui allait se passer. Quelle était leur opinion, leur état d'esprit, je ne sais pas. À un moment donné, oui, ils ont été en colère. Question, bien. Et après qu'ils aient été en colère pour une raison quelconque, est-ce que c'est à ce moment-là que la fusillade a commencé, ou les tirs? Réponse. Les tirs ont commencé après qu'ils se soient mis en colère, et ces tirs ont continué pendant environ une demi-heure peut-être. Question, pourriez-vous décrire le calibre des armes que vous avez entendu tirer? Quel type d'armes avez-vous entendu? Réponse, des armes automatiques. 84, je pouvais voir quels étaient les soldats qui avaient des 84 dans les mains, des fusils automatiques et des pistolets mitrailleurs. Puis plus bas, à la page suivante, 6996, les questions se poursuivent avec les réponses suivantes. Donc, lorsque ces tirs ont commencé, pouviez-vous entendre des tirs de fusil et de ce fusil 84 qui tirait ou de pistolet mitrailleur? Réponse oui, bien sûr, et de fusil automatique également. Mitraillettes aussi et fusil automatique font à peu près le même bruit. Le 84 fait un bruit légèrement différent. J'ai même entendu un char qui tirait un projectile de 23 mm anti-aérien à Praga, et on pouvait entendre de violentes détonations de grenades. Les détonations étaient si violentes, que j'ai pu les entendre. Question. Et vous dites que ceci a duré pendant combien de temps? Réponse, environ une demi-heure, approximativement, je ne sais pas exactement. Fin de citation. Maintenant, Monsieur le Président, je suggère que vous pouvez interpréter, vous pouvez tirer deux déductions raisonnables de ce passage. Une déduction raisonnable est qu'il y a eu des tirs dans l'entrepôt à ce moment-là. Il parle du premier incident de tir dans sa réponse. Et deuxièmement, ce sur quoi il dépose, ce qu'il dit ici lorsque vous examinez soigneusement ces mots, c'est qu'il entend des détonations et des tirs d'artillerie qui ont lieu ailleurs, dans un autre endroit. C'est ce qu'implique ce qui est écrit là, parce que nous savons qu'il n'y a pas de char qui se trouve dans l'enceinte de l'entrepôt de Kravitsa. Nous savons qu'il n'y a pas de pièces d'artillerie à cet endroit-là. Il décrit des coups de feu qui sont tirés ailleurs et qui comprennent des détonations de grenades. Et il y a d'autres éléments de preuve à l'appui de ceci. Le témoin 156, dont la déposition, nous l'avons dit d'une façon générale, n'est pas fiable, dit, mais c'est sur lui que l'accusation se fonde très fortement, dit que lorsqu'il est entré dans l'entrepôt et au moment où il entre dans cet entrepôt, il entend constamment des tirs d'armes à feu dans les collines autour de lui. C'est bien ça qu'il dit. L'accusation a dit ce matin, non, il n'y avait pas de combat en cours où que ce soit ailleurs qu'à l'entrepôt de Kravitsa. C'est le seul endroit où il y avait des tirs, c'est le seul endroit où des détonations pourraient avoir été entendues. Ceci n'est pas vrai, d'après le témoin 156, leur témoin préféré, leur star. Et je voudrais également vous prier de voir la vidéo. Vous pourrez voir les minutes pendant lesquelles Petrovitch est sur la route et suit la route. Vous pouvez entendre périodiquement des coups de feu, des détonations. Donc la suggestion selon laquelle si vous entendez des détonations, elles doivent provenir de l'entrepôt de Kravitsa est complètement fausse. Et c'est la remarque que nous voulions faire dans nos remarques en clôture. Je suis reconnaissant à mes confrères de m'avoir corrigé pour la référence à Pepitch. Il est vrai, nonobstant ce qui est dit dans leur mémoire en clôture, qu'il n'y a aucune référence
à la déposition de Pepich en ce qui concerne le bruit des grenades à l'entrepôt. Donc vous avez là 3 témoins, dont 2 se trouvent précisément sur les lieux, beaucoup plus près que Tchelitch, et qui sont bien meilleurs pour ce qui est de dire l'horaire, à quel moment, et ils n'ont pas entendu ces grenades. Deuxième argument, pourquoi est-ce que ces 2 hommes sont là s'ils ne sont pas en train de garder les prisonniers? Et ils répondent, eh bien, l'accusation, ou pardon, la défense, excusez-moi, la défense a seulement Pepich, c'est tout ce qu'ils ont pour sur quoi se fonder. Et je suppose que je viens de me tromper, Monsieur le Président, parce que au cours de l'argumentation que j'avais faite, j'ai commencé à sentir que c'était le procureur et le bureau du procureur qui étaient venus à la défense, parce que j'ai eu le sentiment que la charge de la preuve avait été renversée. Et ce n'est pas seulement Pepich, c'est Knežević, sur lequel nous nous fondons au paragraphe 191 de notre mémoire, parce que la question ici n'est pas simplement de savoir si nous avons des éléments de preuve précis au dossier qui expliqueraient pourquoi ces 2 hommes peuvent être allés faire peuvent être partis de leur propre chef pour en balade en quelque sorte, vous comprenez, Monsieur le Président, pourquoi il pourrait ne pas y avoir d'éléments de preuve qui soient précis sur la raison pour laquelle ces 2 hommes sont partis seuls, ensemble. Mais si nous regardons l'ensemble plus vaste de ce que vous avez entendu, il y a des éléments de preuve qui abondent, montrant des soldats qui de temps en temps vont faire un tour et font ce qu'ils ont à faire. Et c'est une possibilité raisonnable. Et Knežević explicite simplement le point de vue d'un témoin de ce qui se passe et de la raison pour laquelle ça pourrait avoir lieu. Et je suggère que l'accusation n'a tout simplement pas exclu que c'était une possibilité raisonnable, parce qu'il y a un contexte plus large. Et s'il n'y avait pas d'autres unités dans le secteur, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait tirer cette déduction, faire cette déduction. Mais vous avez notre mémoire et vous savez qu'il y avait d'autres unités dans le secteur. Vous savez qu'il y avait 2 commandants de la brigade de Bratunac dans l'enceinte de l'entrepôt à ce moment-là. Troisièmement, et ceci n'est peut-être pas d'une grande importance, mais néanmoins je pense qu'il faut que je le mentionne, l'accusation indique que Stupar arrive là presque immédiatement. Et quelle en est la preuve, Monsieur le Président? Il n'y a tout simplement aucune preuve pour étayer cette affirmation. Et nous disons qu'en fait, il est beaucoup plus raisonnable de dire que Stupar s'y rend et qu'au moment où il arrive, dès qu'il arrive, à ce moment-là, il voit son camarade blessé et qu'à ce moment-là, il prend son Motorola et c'est à ce moment-là qu'il appelle ceux qui s'occupent de la route. Il n'y a rien d'autre qui suggère autre chose dans les éléments de preuve. Quatrièmement, les détonations entendues dans le Motorola. L'accusation fait une hypothèse et je vous suggère que c'est vraiment de la pure spéculation. Ce que Borovchanin entend sur... non, excusez-moi, je vais reformuler. C'est ce que dit Borovchanin. Il dit qu'il entend, qu'il a entendu des détonations sur son Motorola qui venaient de la radio de Stupar, qui se trouvait à l'entrepôt pendant que ces détonations éclataient. Et voilà l'enchaînement du raisonnement qui vous présente. Moi, je vous suggère que cet enchaînement, en ce qui concerne les raisonnements, s'effondre, tout au moins pour un motif évident, à savoir que il y avait d'autres Motorola alentour à ce moment-là, dans d'autres endroits le long de la route, et que il y avait toutes sortes de détonations qu'on pouvait entendre le long de la route. Et pas moins les tirs d'artillerie, des 2 pièces d'artillerie qui se trouvaient en fait le long de la route. Je pense que dans ce contexte, il va au-delà du raisonnable, essayer de tirer comme déduction que ce qu'il entendait, ou ce qu'il dit qu'il a entendu, étaient des détonations qui avaient lieu à l'entrepôt de Kravitsa.
Cinquièmement, en ce qui concerne les éléments de preuve par oui-dire, nous avons discuté de cela dans notre mémoire. C'est l'un des quelques cas où vous pouvez considérer ces éléments de preuve par oui-dire et où vous savez exactement pourquoi ce n'est pas fiable. Vous pouvez voir la, la question du téléphone entre ces deux personnes. Vous avez la déposition de Perica Vasovic qui explique ce qu'il a compris de ce qui se passait à l'entrepôt et la déduction qu'il a tirée à tort. Vous pouvez voir ceci qui se déroule dans sa déposition proprement dite. Et pour que l'accusation attribue un certain poids à la déposition de PW 168, pour les raisons que nous avons exprimées dans notre mémoire, je suggère que c'est tout à fait déraisonnable. Sixièmement, Zvornik à Zvornik au lieu de vers Zvornik. Nous n'avons jamais suggéré dans notre dernière plaidoirie que Borovchanin n'a jamais dit à Zvornik. Ça n'était pas la question. La question, c'est de savoir le fait qu'il y a eu d'autres occasions, à certaines occasions, où il dit vers Zvornik. Le point ici, essentiellement, c'est que Borovchanin disait la vérité en affirmant que Mladic, au début de l'après-midi du 12, lui a dit tu vas à Zvornik. Maintenant, rappelez-vous la déposition de Luchot Batla indiquant que la VRS ne savait pas exactement où se trouvait la colonne à ce moment-là. C'est plausible, je l'affirme, il est plausible que Mladic aurait pu dire tu vas à Zvornik. C'est plausible que M. Borovchanin, en fait, se soit rappelé cela, nonobstant le fait que à ce moment-là, il se trouvait déployé le long de la route et qu'il est de façon exacte, avec une honnêteté scrupuleuse, dit cela, même si c'est un fait gênant, et c'est vrai, il ne semble pas tout à fait raisonnable de le dire, mais néanmoins, par scrupuleuse honnêteté, il dit oui, on m'a dit d'aller à Zvornik. Et non, ça n'est pas fini ici. Septièmement, et peut-être que je voudrais revenir à cette question de à Zvornik, et par rapport à vers Zvornik, regardez à quel point l'accusation se fonde sur ce point dans son mémoire. Et lorsque vous vous rendez compte que c'est une attaque déraisonnable concernant l'honnêteté de M. Borovchanin au cours de l'audition, je suggère que ceci devrait modifier votre point de vue quant à l'honnêteté de ce qu'il disait lors de cette interview. Septièmement, on vous a offert toute une liste de concessions ou d'admissions, je mets ça entre guillemets, qui figurent dans notre mémoire concernant le fait que les hommes de Borovchanin avaient la garde le long de la route et la garde en partie dans le pré de Sandici à certains moments. Nous reconnaissons cela, mais le fait de savoir comment l'accusation essaye de mettre tout cela ensemble sur des questions importantes qui sont fondamentales pour cette affaire, à savoir comment est-ce que les prisonniers vont du pré de Sandici jusqu'à l'entrepôt, qui les a escortés, quel est le rôle de Momir Nikolic, qui les garde à l'entrepôt, quels sont les éléments de preuve à ce sujet. Tout ceci est en quelque sorte mis ensemble dans une argumentation trop dramatisée à la fin de la présentation des réquisitions, disant, vous voyez, ils sont là, ils sont dans le secteur. Ça n'est pas raisonnable, Monsieur le Président. Ceci n'est pas prouvé, sa thèse, au-delà d'un doute raisonnable. Huitièmement, on vous a donné un certain nombre de citations de l'audition de M. Borovchanin par l'accusation, par le procureur, et certains d'entre nous ont eu le plaisir de conduire des interviews par les interprètes, par des témoins d'une autre culture qui utilisent un autre langage, des interprètes qui peuvent être de qualité variable. Il y a là soupçon, un côté défensif, il y a des malentendus, parfois il y a de l'impatience, parfois
on pousse pour avoir une réponse qu'on veut avoir, on se montre impatient quand on n'obtient pas la réponse que l'on veut. Ceci a lieu lors des auditions. C'est la nature humaine et je suggère que essayer de choisir plus particulièrement certains mots qui peuvent avoir été utilisés dans le compte-rendu, cette personne aurait utilisé tel mot, il faut tenir compte de tous les types différents de facteurs culturels, des idiomes, des circonstances de l'audition elle-même, de façon à pouvoir apprécier véritablement si oui ou non il est possible d'avoir une idée claire de l'attitude de l'accusé, de son état mental, pas seulement au cours de l'audition ou de l'interview, mais à l'époque, parce qu'il n'est que trop facile de penser d'envisager une personne d'une culture différente qui peut-être ne donne pas les réponses aussi rapidement qu'on le voudrait, et que l'on dise regardez à quel point cette personne est horrible et essaye de ne pas répondre aux questions. Un dernier point, et celui-ci est essentiel, l'accusation vient juste d'avoir la possibilité de réfuter ce que nous avions dit dans notre plaidoirie finale. Nous avons dit que c'était des questions critiques que nous évoquions dans notre dernière plaidoirie, dans nos conclusions, que ceci mettait un point final à notre mémoire sur ces questions essentielles. Ils ne vous ont répondu sur aucune d'entre elles. Ils ont tout simplement passé à côté des questions qui ont été posées lors de notre dernière plaidoirie. Ils ne vous ont pas dit quelles étaient les implications qui étaient que si ces portes étaient en fait fermées. Ils ne vous ont donné aucune explication concernant les non-communications d'éléments. Au contraire, ils ont choisi de vous servir une nouvelle déclaration en clôture, de nouvelles réquisitions, dans lesquelles, pour l'essentiel, ils sont revenus à la vieille stratégie concernant de changer de sujet, stratégie bien connue. Donc je vous implore de rester sur ce sujet, je vous implore de regarder l'affaire telle qu'elle a été plaidée, de regarder la mémoire en clôture et leurs arguments en clôture et réquisitoire, finalement leur réfutation, et d'analyser sa cohérence, sa logique, sa vérité. Je pense que vous verrez en fin de compte que vous ne pouvez pas baser sur un critère raisonnable de preuve considérer que M. Vorobchanin est coupable de l'une quelconque des charges qui lui ont été reprochées. Je vous remercie, le Président. Merci. Monsieur Haynes, je comprends que vous ne me demandez pas de faire une réplique, ou est-ce que je me trompe? Monsieur Haynes, si. Le Président, bon, allez-y, Maître Haynes. Je rejoins M. Gosselin pour faire écho à l'impression qui était que ce qui était promis devait être une brève intervention de 15 minutes, et en fait, c'est révélé être quelque chose comme 1h15. Ceci ne correspondant absolument pas à quoi que ce soit de ce que j'avais compris que l'accusation dirait en réfutation. Mais puisque certaines questions ont été évoquées, je me prévaudrais moi-même de la permission prévue par le règlement d'y répondre. Pourrais-je commencer par un argument qui a été présenté et qui a fait que je pense à la fois moi-même et Maître Fauveau de la façon dont il a été présenté, à savoir la pertinence des éléments de preuve en dehors de la période prévue, visée par l'acte d'accusation. Nous n'avons jamais soutenu que ces éléments de preuve extérieurs à l'acte d'accusation n'étaient pas admissibles ou recevables. Nous n'avons pas essayé de les exclure. Effectivement, comme vous l'aurez vu, d'après la façon dont les plaidoiries et argumentations ont évolué, nous sommes accusés et nous plaiderons coupables pour en avoir introduit dans certains cas. C'est ce que confirme l'arrêt d'appel Stakic, à savoir que les éléments de preuve extérieurs à la période visée par l'acte d'accusation peuvent être recevables ou admissibles si elles sont pertinentes. Mais ce que j'ai essayé de traiter hier dans mes conclusions, c'était
pertinent pourquoi? Et il m'a semblé, d'après la façon dont l'accusation présentait ses thèses dans son mémoire en clôture, qu'il y avait une certaine mesure d'accord entre nous. Nous voulons faire valoir que des épisodes auxquels Vinko Pandurevich a reconnu, attesté en 1993, peuvent, dans certaines circonstances, être pertinents en ce qui concerne sa crédibilité. Mais au-delà de cela, nous soutenons que ces épisodes ont une valeur probante extrêmement limitée et nous soutenons en fait que vraiment, en examinant les événements de 1993, il faut à ce moment-là suivre un processus en deux étapes. Premièrement, et ça n'est pas dépourvu d'importance, il faut que l'on décide, que vous décidiez quels sont les faits sur lesquels vous concluez en ce qui concerne les deux épisodes, et c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez décider quelle est l'interprétation juste qu'il y a lieu de placer sur les éléments de preuve qui sont présentés et qui sont extérieurs à la période de l'acte d'accusation. Et dans ce cas, étant donné le fait qu'il y a contestation sur certainement l'un ou les deux épisodes, il est possible que vous interprétiez ces éléments de preuve soit en faveur de l'accusation, soit en faveur de l'accusé, ou peut-être même une interprétation mêlée. L'interprétation de ces événements, comme vous le savez, est un problème vraiment en question, et nous désignons cela nonobstant l'invitation qui nous a été faite hier, avec la possibilité qu'ils avaient du jour au lendemain de chercher, de creuser, mais il n'y a pas un mot dans ce qui vous a été présenté concernant le comportement de Vinko Pandurevich en juin 1993 à Usti Pracha, lorsqu'il a conduit plusieurs milliers de soldats musulmans et civils avec leurs armes et leurs véhicules qui sont passés sous les canons de ces fusils, sous les canons de ces pièces d'artillerie. Maintenant, ceci me fait passer au deuxième point, en l'occurrence l'argument juridique, l'argument kraïchnik en l'occurrence. Prenez s'il vous plaît la peine de lire la décision rendue dans l'arrêt kraïchnik, dans la mesure où ça a trait à l'article 90H2 du règlement. En particulier, nous invitons à porter votre attention sur les paragraphes 369 à 371 de l'arrêt. La Chambre d'appel a été frappée par le fait, et elle le dit au paragraphe 371, que, en dépit du fait que, apparemment, l'accusation n'ait pas observé les dispositions de l'article 90H2, l'appelant, pas l'amicus, a été capable d'identifier un fait unique, un seul fait qui soit contraire aux thèses de l'appelant, faite par la Chambre de première instance et ayant trait à un point, à une question qui ne lui avait pas été posée lors du contre-interrogatoire. Et dans cette mesure, nous souscrivons entièrement à cette position. Et selon moi, ceci est va parfaitement dans le sens des arguments que je vous ai présentés hier. Lorsque, par exemple, la théorie concernant les carburants pour le 27 septembre, qui corrobore l'existence d'une opération de réensevelissement en cours ce jour-là, n'a pas été suggérée à Pandurevich. Vous n'avez pas à conclure contre lui. C'est exactement ce que je vous ai plaidé. C'est exactement ce que la Chambre d'appel, pour la motivation de leur décision dans l'appel kraïchnik, mais nous n'allons pas nous limiter à la procédure si le résultat final est un résultat juste, mais nous voulons remarquer que aucun des points qui vous a été soumis lors des plaidoiries d'hier, lorsque nous nous sommes plaints du fait que l'accusation, de façon singulière, ne présentait pas ses thèses concernant Vinko Pandurevich, était contenu dans l'acte d'accusation, était contenu dans le mémoire préalable au procès,
ont été présentés comme éléments de preuve, comme faisant partie des thèses de l'accusation, ou présentés à Pandourevitch lors du contre-interrogatoire. Et nous disons, dans ces circonstances, et ceci n'est pas incompatible avec l'arrêt de la Chambre d'appel en Kraïsnik, que vous ne pouvez pas tirer des conséquences qui soient préjudiciables à l'accusé dans ces circonstances. Troisième point, Dragan Obrenović, je suis sûr que c'était une omission, mais rappelez-vous le plaidoyer de culpabilité de Dragan Obrenović, l'accord de plaidoyer et les déclarations concernant les faits qu'il a faites de façon connexe. Regardez, si vous le voulez, le jugement prononçant la peine en particulier au paragraphe 85, Dragan Obrenović a plaidé coupable au terme de l'article 7 paragraphe 1 et de l'article 7 paragraphe 3 du statut. Il a plaidé coupable en tant que commandant. Dans notre mémoire en clôture, nous avons plus particulièrement consacré toute une partie aux effets juridiques et aux effets probants de son plaidoyer de culpabilité, de la façon dont nous l'avons présenté. L'un des facteurs devrait vous conduire de façon inévitable à la conclusion que vous ne pouvez pas conclure que Vinko Pandourevitch exerçait effectivement la direction ou le commandement de la brigade de Zvornik entre le 4 et le 15 juillet 1995. Nous notons aujourd'hui que ces arguments n'ont toujours pas reçu de réponse. Quatrièmement, la zone de responsabilité. La zone de responsabilité n'a pas fait l'objet d'une réponse ou n'a pas été examinée dans le mémoire en clôture de l'accusation. Pas un mot n'a été réservé pour la zone dans laquelle nous avons évidemment tant discuté. Je suis tenu de dire que j'avais un doute hier pour savoir si je devais rappeler à l'accusation, en dépit d'une partie précise de notre mémoire à ce sujet, qu'ils n'en avaient pas traité, ils n'y avaient pas répondu. Ils ont eu une autre possibilité en vertu du règlement de répondre à notre mémoire lors de leur réquisitoire, mais ils ne l'ont pas fait. Et ils ont traité de cela aujourd'hui, ayant eu notre mémoire, ayant entendu notre plaidoyer et nos conclusions, dans un document, une argumentation qui est prétendument une réfutation. Et là encore, vous n'avez pas vu un seul élément de la législation applicable qui suggérerait qu'une brigade appartenant à la JNA ou la VRS avait une zone de responsabilité qui indiquait une zone très précise dans laquelle il était responsable de tout, quoi qu'il arrive. Vous n'avez pas vu de règlement ou de réglementation, vous n'avez vu aucune décision de l'armée pour étayer cette théorie. Selon nous, c'est un principe que l'État est responsable des territoires et que les commandants sont responsables de leurs hommes. Pour finir, nous faisons remarquer ceci, et il y en a été question dans notre mémoire en clôture, nous sommes stupéfaits de voir présenter l'argument contraire à cela dans le compte-rendu T2793. Richard Butler a cessé de présenter la suggestion selon laquelle une telle zone de responsabilité ou une zone de responsabilité ainsi définie existe. Il n'y a aucun élément à l'appui du point de vue preuve dans la présente affaire. Cinquièmement, Trivitch. Trivitch n'exerçait pas un commandement d'un groupe de combat d'après Kriveia 95. L'unité qui est venue de la brigade Romania était commandée par Lyubo H. Et nous avons dit ceci de façon parfaitement claire au cours de la présentation des éléments de preuve. C'est dans notre mémoire. Les positions de Pandourevitch, Trivitch et, au fin de la discussion, de Svetovar Andrich sont complètement différents. Or, l'accusation continue encore maintenant de se fonder sur un ancien rapport de Richard Butler qui remonte à l'an 2000, qui ne prenait en considération ni les éléments de preuve concernant Vinko Pandourevitch, ni franchement la plupart des éléments de preuve présentés en l'espèce. Je suis tenu de dire que je commence à arriver au point où je serai d'accord avec M. McCloskey que nous n'avons pas été dans la même salle d'audience au cours des 3 dernières années. Je commence à me demander parfois si lui-même pense
qu'il est de nouveau en 2001 en train d'accuser le général Kirstich ou de le juger, où ces questions, ça se comprend, n'ont pas été contestées. Un mot rapide concernant l'unité du commandement. Elle est exposée de façon très détaillée dans notre mémoire. La théorie de l'accusation, là encore, essaye d'importer quelque chose de Milan et de Kirstich. Tous les éléments de preuve que nous avons présentés et exposés dans nos plaidoiries continuent de ne pas avoir reçu de réponse. L'unité du commandement, ça n'est pas une loi, hein, c'est un principe. L'officier le plus gradé, le plus ancien, exerçant le commandement, correspond à la loi, fait la loi. Regardez ce qui est dit en P417, articles 16 et 17, et le principe de resubordination des unités fait loi. Regardez P699. Quant au fait de quitter les fonctions de façon officielle, nous voudrions dire que, peut-être de façon un petit peu spectaculaire, mais justifiable, c'est que les thèses de l'accusation sur ce point euh, vont un peu dans tous les sens. D'un côté, ils suggèrent dans leur mémoire que Vinko Padurevic a été nommé commandant de la brigade de Zvornik le 18 décembre 1992, mais la date de son arrivée à Zvornik, c'est pas la date de sa nomination officielle. Ils ne tiennent pas compte du fait qu'il n'a jamais officiellement quitté le commandement de la brigade de Visegrad, et ils veulent que Dragan Obrenovic donc, soit nommé en octobre 1992, alors qu'en fait, il n'a été officiellement nommé, il n'a pas été nommé avant avril 1993. Ils se fondent sur ce qui est officiel ou formel quand ça leur convient et pas quand ça leur convient pas. Quant à la conversation entre le général Kirstich et le colonel Behara vers 10 heures du matin le 15 juillet, qui a été écoutée et enregistrée par les opérateurs musulmans, document dont je montrerai en temps utile que il n'est d'ailleurs pas nécessaire de faire d'autres développements. Nous disons tout simplement que c'est une fausse présentation des éléments de preuve par l'accusation de dire maintenant qu'on ne pouvait avoir recours à aucun des hommes pour ce qui était des ressources de la brigade de Zvornik, parce que tous étaient occupés. À l'évidence, ils n'étaient pas tous occupés. Regardez les éléments de preuve en espèces. D'où venaient ces hommes qui sont allés à l'école de Rochevitch, qui sont allés à Kozluk, qui sont allés à Pilitcha, qui sont allés à l'école de Kula? Ils venaient d'éléments de la brigade de Zvornik. C'est la thèse de l'accusation. C'étaient des hommes qui étaient disponibles si Kirstich et Behara l'avaient voulu, entre eux, s'ils avaient voulu contacter quelqu'un pour pouvoir les utiliser. L'ensemble des bataillons du 1er, 3e et 5e bataillon n'était pas employé. Il y avait là 5500 hommes, ceci pour dire quel était le rôle des ressources de la brigade de Zvornik qui était engagée, et c'est la raison pour laquelle Behara ne pouvait pas demander à Vinko Padurevic des ressources, ou que Kirstich ne pouvait pas le suggérer, ni mentionner le fait que Pandurevic, et mentionner le fait que Pandurevic était de retour, est tout simplement inventé. Le septième point, les mouvements de Dragan Obrenovic les 13 et 14 juillet. Dans son mémoire en clôture, il n'y a pas très longtemps, M. Maklovski vous a dit, je crois, que Dragan Obrenovic était à Zvornik, au commandement de la brigade de Zvornik le 14 juillet. Et de notre présentation orale et écrite, vous verrez que nous avons parlé des possibilités. Nous reconnaissons les difficultés de l'accusation, les difficultés de chacun et tous pour établir de façon précise les mouvements de ce dernier, peut-être au moment où les prisonniers sont arrivés, jusqu'à ce qu'ils ne reviennent à la brigade de Zvornik, ou lorsqu'il est réapparu ou revenu à la brigade de Zvornik le 14 juillet. Aujourd'hui, pour la première fois, M. McCloskey a fini
de faire son accord de plaidoyer avec l'accusation. Parlons maintenant de Balkovica. L'accusation ne peut toujours pas répondre à la question sur la conversation interceptée entre Vinko Pandurevic et Šemso Mominovic. Il parle et ressasse les éléments de preuve reçus dans l'affaire Krstić, ignorant, mettant de côté les preuves de cette affaire. Je suis très heureux d'entendre M. McCloskey finalement dire que le 16 juillet, Vinko Pandurevic n'avait pas pris de décision sur la base de 40 ou 50 hommes ayant perdu la vie ou ayant été tués, mais plutôt que, comme on le voit dans son rapport ce jour-là, il croyait qu'il n'avait perdu que 10 hommes. Mais que dire de la preuve quant à la conversation interceptée la veille, conversation avec Mounovic, qui montre qu'avant de perdre quel homme que ce soit, Vinko Pandurevic ne me souviens pas d'avoir entendu des témoins nous parler de cela et d'avoir entendu des preuves à l'appui. Mais laissons ça de côté aussi. J'aimerais maintenant terminer en me penchant sur un document qui a été montré à plusieurs reprises dans le cadre des arguments présentés par M. McCloskey, et il s'agit de la pièce P 1179A en anglais. I think we need to go down a little. Il nous faudra descendre un peu. Voilà. Il ne vous est pas nécessaire sans doute de relire toute cette page, mais c'est la dernière réplique de B qui se trouve sur cette page qui m'intéresse. Et il dit « Je ne sais pas quoi faire. Je suis sérieux, Curly. Il y a encore 3500 paquets que je dois distribuer et je n'ai aucune solution à ce problème. » Ce qu'a dit M. McCloskey aujourd'hui à la page 30, ligne 11 à 12 pour ce qui concernant mon client, il a choisi de ne pas les laisser survivre. C'était son choix à lui et non pas le choix de Berrin. Alors je me demande si effectivement nous avons été dans la même salle d'audience au cours de toutes ces années. Je me demande également si toute cette excitation lors de la présentation du réquisitoire le pousse à dire des choses qu'il ne peut pas vouloir dire. Le président, merci. Monsieur Haynes, Monsieur Bourgon, en fait, merci Monsieur le Président. J'ai 4 points à soulever dans le cadre de la duplique. Je ne veux pas dire que mon collègue n'a pas précisément parlé des éléments de preuve de la défense de Drago Nikolic. En fait, on a parlé de Drago Nikolic lorsque vous avez posé 2 questions et il y a des questions qui ont été soulevées par mon éminent confrère dans son long discours qui n'était pas du tout une réplique. Et donc, je voudrais brièvement parler de 4 points.
Le président, pourriez-vous informer, je vous prie, cette chambre de première instance, quels sont ces 4 Le président, de combien de temps aurez-vous besoin, Maître Bourgon? Maître Bourgon, pour les 4 questions, pas plus de 10 minutes, Monsieur le Président. Le Président, vous avez le micro. Maître Bourgon, merci. Le Président, mais essayez, je vous prie, de prendre même moins de 10 minutes s'il est possible. Je vais faire de mon mieux, dit Maître Bourgon, le président. Merci beaucoup. Maître Bourgon, la première question concerne l'hôpital de Milici. En réponse à une question posée par la chambre de première instance, je voudrais parler des allégations. Enfin, le bureau du procureur mettait son allégation selon laquelle Drago Nikolic aurait été impliqué dans la question des patients qui étaient transportés de l'hôpital de Milici à Zvornik. Ceci n'explique pas pourquoi l'accusation n'a pas parlé de ceci dans son mémoire en clôture et pourquoi au cours des présentations orales ils n'ont pas parlé de cette question non plus concernant Drago Nikolic. Toutefois, la question des patients à l'hôpital de Milici a été soulevée dans le cadre des arguments oraux pour d'autres accusés devant cette chambre de première instance, mais pas pour Drago Nikolic. En français, on dit que le réquisitoire s'appelle réquisitoire. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que l'accusation doit poser des questions, mais ils n'ont pas posé de questions concernant cette question. Le seul élément de preuve, ou la seule preuve que nous avons au compte rendu d'audience concernant l'application de Drago Nikolic et les patients de l'hôpital de Milici, c'est la preuve reçue par le témoin 168. Vous savez quelle est notre position sur ce sujet. Il n'est pas nécessaire de vous répéter qu'aucune valeur probante ne doit être donnée à la déclaration de fait donnée par ce témoin. L'accusation doit reconnaître lorsqu'ils ont omis de prouver quelque chose, mais ils n'arrivent pas à le faire. Tout ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui, c'est que Drago Nikolic est impliqué parce que c'était un officier de sécurité. C'est absolument insuffisant. Tout comme l'a fait Obrenovic dans sa déclaration de fait, l'accusation reconnaît de façon tacite qu'il n'y a absolument aucun élément de preuve nous prouvant que Drago Nikolic était impliqué dans cette affaire. Ils ne peuvent pas non plus dire que si cela fait partie d'une entreprise criminelle commune, ils disent que c'est prévisible. Ils doivent choisir si c'est l'une ou l'autre des accusations, mais ils n'ont choisi ni l'un ni l'autre. Deuxième question porte sur le transfert forcé. L'accusation reconnaît que Drago Nikolic est chargé de transfert forcé d'hommes ainsi que de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Mais ils n'ont pas répondu à la question, à savoir où se trouve cette preuve concernant les femmes, les personnes âgées et les enfants.
Dans son mémoire en clôture, le procureur précise de façon très claire que la connaissance de Drago Nikolic est basée uniquement sur l'information qu'il aurait reçue concernant les prisonniers provenant de Popovic la nuit du 13 juillet, nous avons déjà affirmé que cette conversation n'a jamais eu lieu. Et deuxièmement, le 14, mais il n'y a absolument aucune mention d'aucune information, quelle qu'elle soit, que Drago Nikolic aurait reçu des informations concernant le transfert forcé de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Et il n'y a rien non plus dans leur présentation orale. Ils devraient s'en tenir à ce qu'ils avancent. Ils n'ont pas répondu aux questions posées. Le bureau du procureur aime bien parler de la fiabilité, ou de la responsabilité. Eh bien, nous avons la responsabilité pour les hommes, alors nous allons les charger également pour les femmes, enfants et personnes âgées. Tout ceci est complètement inacceptable. Ma troisième question nécessite que l'on passe à huis clos partiel, s'il vous plaît. Monsieur le Président, très bien, passons à huis clos partiel, s'il vous plaît. Très bien, nous sommes à huis clos partiel. Qui a été donné dans la déclaration de fait par Dragan Nikolic. Monsieur le Président, nous avançons que le général qui se trouvait en ligne à ce moment-là n'était pas le général Jovanovic, mais bien que c'était le général Krstić. De nouveau, Dragan Obrenović a menti dans sa déclaration de fait. C'est la seule preuve que vous avez concernant ce fait. Lorsque l'accusation vous demande de tirer des conclusions quant à deux personnes s'ayant rencontrées et ils vous disent qu'ils doivent s'être entretenus sur quelque chose, ils doivent appliquer leurs propres normes, leurs propres standards quant aux arguments que nous avons présentés. D'après nous, cette conversation entre Drago Nikolic et Dragan Obrenović dans la soirée du 13 juillet n'a jamais eu lieu, n'a pas eu lieu. C'est une invention de toute pièce avec pour but une seule intention et c'est d'échapper à sa responsabilité. Merci, Monsieur le Président. To 21, page 58. Yes. Oui, dit le président. Monsieur McCloskey, j'imagine que c'est tout. Je ne sais pas, Est-ce que vous êtes tenté à dire quelque chose? Monsieur le Président, en fait, il n'y a absolument aucune clause dans le règlement qui me permettrait de prendre la parole. Le président, bien, merci alors. Thank you, sorry about that. Je vous remercie. Madame Maître Nikolic et Maître Bourgon, confirmez-vous toujours que votre client souhaite faire une déclaration? Très bien.
les conseils opines du chef. Le président, bien. Alors, Monsieur Nikolic, vous pouvez prendre la parole. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, lorsque mes conseils m'ont demandé si je souhaitais ajouter quelque chose à la fin de ce procès, j'ai réfléchi longuement sur cette question car en tant que soldat et sous-officier, je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer, de parler de mes émotions souvent. Il m'est donc bien difficile d'expliquer, de vous faire comprendre comment je me sens aujourd'hui. J'ai rejoint les rangs de l'armée en tant que jeune homme, en tant que garçon de 15 ans. J'ai passé la majeure partie de ma vie dans l'armée. L'armée, c'était ma famille. Et je suis fière de dire que j'ai été membre de la JNA ainsi que de la VRS. De prétendre le contraire irait à l'encontre de toutes mes convictions, de tout ce dont j'ai cru toute ma vie. Pour ce qui est de la guerre, je n'ai jamais souhaité qu'elle ait lieu, car la guerre n'est jamais rien apporté de bien à personne. Aussi, aucune personne que je connaissais ne souhaitait la guerre. Ce sont les hommes politiques de tous les côtés qui ont pris la décision d'aller à la guerre et nous ont poussés à l'hécatombe. Tant de vies ont été perdues et tant de dégâts ont été causés qu'il est difficile de se sentir bien après tout ce qui s'est passé. La guerre a changé ma vie à jamais, ainsi que la vie d'un très grand nombre de personnes. J'ai perdu dans la guerre des amis, des parents, ma demeure, ma patrie, dans laquelle je suis née, dans laquelle j'ai vécu. Les événements qui se sont déroulés au mois de juillet 1995 ont anéanti tout ce dont je croyais en tant que soldat. Je n'étais pas conscient des événements à l'époque, jusqu'à ce que je ne me trouve au beau milieu de tout cela. Pour le restant de mes jours, je me demanderai si j'avais pu faire quelque chose et qui aurait changé les événements. Théoriquement, oui, il y a sans doute beaucoup de choses que j'aurais pu faire. Mais dans la réalité, les choses étaient bien différentes et j'étais impuissant de faire quoi que ce soit. Même si je n'étais qu'un sous-lieutenant, et malgré le fait que la plupart des soldats dans l'armée n'aimaient pas particulièrement l'organe de sécurité, je me considérais un officier professionnel, un officier de carrière, et j'avais réussi à gagner respect dans la brigade. J'étais fidèle à mon unité et je respectais mes supérieurs. Toutefois, j'ai été privée de tout cela après l'incident qui a eu lieu avec mon commandant. Je n'ai pas seulement été tenue à l'écart par mon commandant et le chef de l'état-major, mais encore pire, le commandant avait donné des ordres très clairs aux commandants des bataillons et à leurs soldats de me tenir dans le noir le plus complet, et c'est ainsi que je me suis trouvée complètement isolée. Je n'ai pas pu faire mon travail en tant qu'officier de sécurité à l'organe de sécurité dans la brigade. J'avais complètement cessé d'envoyer les rapports au corps d'armée, mais j'ai néanmoins continué d'informer sur une base quotidienne mon commandant. Malgré tout ceci, je n'ai jamais mis en cause le fait que mon seul commandant était le commandant de la brigade. Mais cette situation n'a rien à voir avec les événements qui se sont déroulés en juillet 1995. Au cours des 3 dernières années, alors que j'étais assis ici, dans ce prétoire, j'ai écouté des témoignages de centaines de témoins. J'ai entendu beaucoup d'histoires vraies, mais j'ai également entendu beaucoup de mensonges. Je me demande souvent comment pourrez-vous faire la différence entre les mensonges et la vérité? Je comprends le fait que le chef de l'état-major de la brigade a plaidé coupable
et que, en faisant partie, et que par ce même processus, on lui a demandé de faire une déclaration. Mais je n'arrive pas à comprendre quelles sont les raisons qui l'ont poussé de dire toutes ces méchancetés à mon égard et de mentir à mon égard. Il était là, il savait très bien ce qui s'est passé le 13 juillet et il sait que je n'étais pas du tout au courant de ce qui s'est passé jusque tard dans la soirée du 14 juillet. Pendant la guerre, je n'ai pas particulièrement aimé mes ennemis, c'est vrai, mais je les ai respectés. Et très souvent, j'ai eu l'occasion d'aider un très grand nombre de Croates et de musulmans. C'est quelque chose que j'ai fait de façon naturelle, sans me poser des questions, car pour moi, c'était tout à fait normal. En tant que soldat, j'étais un homme qui était tourné vers la communauté et vers le peuple. J'éprouvais le même amour pour tout le monde, indépendamment de la nationalité ou de leur religion. Et je n'ai aucun sentiment de haine envers personne. Si j'avais su qu'il existait un plan pour tuer tous les hommes de Srebrenica, de dire cela et de dire que j'ai souhaité faire cela ou que j'ai pris une part active, que j'ai joué un rôle actif dans tout ça, est loin de la vérité. Je me suis trouvée dans le tourbillon des événements et j'étais absolument incapable d'exercer aucune influence sur ces événements. J'étais là où j'étais, j'ai fait ce que j'ai fait, mais je suis bien loin d'être ce que certains témoins ont dit à mon égard dans ce prétoire. Je reconnais que je dois porter une certaine part de responsabilité, car il est vrai qu'à certains moments, au cours de la journée du 14 juillet, je me suis trouvée à l'école de Rachovac, mais je vous demanderai d'avoir l'obligeance de bien vouloir tenir compte des limites que j'avais concernant les événements qui se sont déroulés. Je n'ai pu avoir aucune influence sur ces événements. Je souhaite profiter de cette occasion pour remercier mon équipe de la défense qui ont fait de leur mieux pour présenter les événements de la façon la plus précise que possible et de parler de ma participation dans les événements du mois de juillet 1995. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier à tous ceux qui sont venus déposer en tant que témoins dans le cadre de ma défense en l'espèce. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie énormément de m'avoir permis de prendre la parole. Le président, je vous remercie, Monsieur Nikolic. Monsieur Guerrero? Monsieur Josse, je crois que Monsieur Guerrero voudrait avoir ce pupitre, oui. Le président, vous pouvez commencer alors. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je voudrais vous saluer. Je voudrais remercier à toutes les personnes présentes et je voudrais également saluer tous les collaborateurs dans cette salle. Au mois de mars 2005, je me suis présentée de façon volontaire devant ce tribunal, ayant profondément une conviction, étant convaincue que j'étais innocent et que mon procès serait rapide et équitable. Mon procès a été joint avec d'autres accusés. Ceci a fait en sorte que je suis présent là avec un nombre d'accusés, accusés de crimes très sérieux, et je dois passer plusieurs années en prison. N'ayant pas de preuves contre moi, je crois que l'accusation a d'abord établi une liste de crimes graves et ensuite a essayé d'établir un lien entre moi et ces crimes graves et d'établir un lien entre moi et ces derniers. Au cours de tout ce procès, le procureur a rédigé son acte d'accusation contre moi et ensuite, je dois dire qu'il a renoncé à un très grand nombre de charges, mais on a ajouté d'autres. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle mes défenseurs
ont très bien réussi à me défendre. On sait très bien qu'il avait des aides et on sait qui sont ces personnes. Mais justement, à cause de cela, je voudrais vous remercier vous, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Je voudrais vous remercier car vous m'avez toujours traité, vous avez toujours eu un traitement très correct envers moi et vous m'avez toujours compris. Je vous en remercie encore. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, au début de ce procès, j'ai parlé brièvement et je vous demanderai de tenir compte de ce que j'ai dit car je crois que dans mes propos liminaires, tout a été dit. Je crois qu'il est prouvé que je ne me suis jamais trouvée ni à Srebrenica ni à Jepa. Oui, que je me suis trouvée à Jepa, c'est vrai, c'est incontestable, car l'état-major principal de la République Srpska s'est trouvé à Jepa justement pendant toute la durée de la guerre. C'est la région de Jepa. Et j'étais sur le mont Jepa. Il a été prouvé que je n'avais absolument aucune connaissance de crimes de guerre, que je n'avais pas de contact avec des membres d'une entreprise criminelle commune non plus. Le procureur a présenté des prémices qui n'ont pas été étoffées et ont tissé une toile d'araignée très faible, ne prouvant absolument aucun fait. Monsieur le Président, le procureur a, au début de son réquisitoire, a parlé d'une intention spécifique. Si j'ai bien compris, il a tenté d'inventer ce nouveau terme. Je dois vous dire que j'accepte ce terme, mais j'accepte le contraire de ce qu'il veut dire. En fait, pendant toute la période avant la guerre et pendant la guerre, j'ai eu une intention spécifique et très claire, c'est de rester la personne que je suis avec une intention de bonnes intentions pour ne pas contribuer au début de la guerre. Et lorsque la guerre a déjà commencé, de contribuer à ce que les activités de combat cessent le plus rapidement que possible et de résoudre toutes les questions de façon pacifique. Pendant toutes les périodes de la guerre, j'ai tenté, et c'était ma devise, de rester les mains propres. J'ai toujours eu en tête la pensée de notre prix Nobel Ivo Andrić que dans les Balkans, la guerre est un temps fou dans lequel les hommes intelligents se taisent, les riches s'appauvrissent et inaudible. Les interprètes demandent à l'accusé de ralentir son débit. Le président vous demande à ralentir, s'il vous plaît. Le juge Kwan, pourriez-vous recommencer, je vous prie, votre citation d'Ivo Andrić? Je vais répéter, je suis désolée. Alors, notre prix Nobel Ivo Andrić a dit « Dans les Balkans, terrain malheureux, la guerre est un temps fou dans lequel les intelligents se taisent, les fous se mettent à parler, les bandits s'enrichissent et les riches appauvrissent. Et j'ai essayé de contribuer le moins possible les souffrances de la guerre et d'amoindrir les souffrances de la guerre. J'ai participé à un très grand nombre de commissions et aux pourparlers de la paix et j'ai essayé chaque fois où j'ai pu de participer à la cessation des hostilités. Et je crois et j'ai toujours dit qu'il est beaucoup mieux de négocier pendant 1000 jours que d'avoir une guerre qui ne dure qu'un jour, car dans le cadre des négociations, il n'y a pas de victimes. Lorsqu'on négocie, il n'y a pas de victimes. En tant que professeur de jeunes et en tant qu'assistant chargé de la morale et de la religion, j'ai toujours donné de très grands nombres d'exemples pour décrire de quelle façon il faut rester correct pendant la guerre, car de gagner une guerre sans la droitesse, ce n'est rien. Et j'ai donné des citations à mes unités de toutes sortes de livres, y compris des livres religieux. J'ai donné des exemples de notre propre histoire et j'ai donné souvent des exemples s'agissant de la guerre internationale et à chaque fois j'ai mentionné à quel point il faut traiter les ennemis de façon humaine et j'ai toujours insisté pour dire qu'il fallait que ceci soit une caractéristique de notre armée également. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, le Président, voulez-vous vous asseoir peut-être? Si vous le souhaitez, vous pouvez vous asseoir.
mais puisque personne ne s'est assis, je ne voudrais pas ici faire de précédent. Le président, mais je vous fais cette offre mais, au cas où vous vous sentiriez plus à l'aise. L'accusé, merci. Eh bien, je vous remercie. Je vais me rasseoir, Monsieur le Président. Madame et Messieurs les juges, pendant toute la durée du procès d'accusation, a insisté et a persisté à m'attribuer des qualités qui sont tout à fait à l'opposé de ce que je suis, qui me sont étrangères. Il a été impossible à l'accusation de trouver la moindre preuve à l'appui de ce qu'elle persistait à affirmer. Permettez-moi de dire quelques mots qui vont confirmer que je suis un homme consciencieux, que j'ai une conscience, que j'ai eu un comportement qui a sans nul doute été coopéré par de nombreuses preuves. J'ai toujours fait preuve de cohérence dans mes actions, avant la guerre, pendant celle-ci, quand j'étais jeune officier, quand j'étais quelqu'un qui était un fervent adepte de la fraternité, l'unité, quand j'étais officier chargé de l'éducation. J'ai été nommé directeur d'une école qui s'appelait précisément Fraternité et Unité. Et on a dit de cette école, officiellement en Serbie, que c'était la meilleure du pays. J'ai été décoré d'ailleurs pour mes services. Des centaines de jeunes hommes de toute la Yougoslavie, y compris des jeunes musulmans, de jeunes Albanais, ont pu se former sous ma tutelle, sont devenus de bons officiers. La fraternité, l'unité, ce n'est pas des mots creux que cela. C'était la caractéristique principale de l'époque. Et j'aurais voulu que ce soit encore vrai aujourd'hui. C'était une passerelle qui reliait les gens, qui reliait les couches sociales, qui reliait les groupes nationaux. À l'époque, j'ai écrit beaucoup de communications scientifiques qui portaient sur le processus d'intégration dans le monde. Je m'intéressais très vivement au processus de l'intégration et non pas à celui de la désintégration, le processus de l'intégration et non pas de la désintégration a fait l'objet de nombreux témoignages ici devant vous. En 91 et en début de l'année 92, j'étais convaincu que les forces de la JNA allaient servir de repoussoir, allaient permettre d'éviter les conflits ethniques. Je pensais qu'il était possible d'éviter la guerre, car ces guerres inutiles, dévastatrices, ne pouvaient que nuire à tous. Elles ne pouvaient apporter que le mal, provoquer des victimes. Je l'ai dit et je l'ai écrit publiquement. Mais lorsque la guerre a commencé en ex-Bosnie-Herzégovine, je me suis trouvé sur ce territoire aussitôt après la création de l'armée de la République Srpska. J'ai préparé un texte qui a été distribué à toutes les unités, qui énonçait les obligations que chacun devait respecter. Chacun devait respecter les conventions de Genève et le droit international humanitaire. Je n'ai eu de cesse de transmettre et de répéter ces informations pendant toute la guerre. Ce n'était pas de la propagande, comme voudrait le faire croire l'accusation. En juin 92, j'avais déjà transmis ces informations aux unités. Ceci a été versé au dossier de l'espèce. Et nous avons répété dans ces documents l'importance qu'il y avait à empêcher tout acte de revanche, à vouloir se venger sur des civils innocents. Il fallait prévenir et empêcher les actes de pillage et d'incendie volontaire. J'ai dit que les membres de notre armée ne pouvaient pas se livrer à ce genre de choses, car ceci allait jeter le discrédit sur les soldats serbes. J'ai dit qu'il ne fallait pas se livrer à ce genre d'actes, d'excès, qu'on ne pouvait pas faire cela à des gens simplement parce qu'ils n'étaient pas serbes. Et dans ce même document, j'ai insisté pour dire qu'il fallait avoir recours à des procédures et à traitements humains et faire preuve
d'amitié envers les organisations internationales, qu'il fallait bien se comporter envers elles. L'accusation a dit que c'était de la pure propagande. Ce n'est pas vrai. C'est ce que je croyais, c'était la conviction que j'avais. Je n'ai pas publié ceci pour faire de la propagande. Je croyais, j'étais convaincu que chaque soldat, chaque unité devait avoir ces préceptes à l'esprit. Ce n'était pas des mots creux de propagande qui étaient uniquement destinés aux médias. C'était la preuve de mon intention précise, spécifique, qui a toujours été la mienne, même face à la situation la plus difficile. En juin 1992, lorsqu'on a formé une brigade de la vérité, j'ai dit notamment ceci: les Serbes veulent la paix. Le peuple serbe ne veut pas combattre contre d'autres peuples. Il veut combattre l'idéologie et la pratique d'un comportement aveugle anti-serbe. Si vous savez ce que peut, si quelqu'un sait ce que les horreurs que peut provoquer la guerre, ce sont bien les Serbes. Nous voulons la paix et rien d'autre. Mais nous n'allons pas céder ni abandonner ce que nous avons déjà. Le bureau du procureur avait ce document, mais elle ne l'a jamais utilisé. De plus, dans le guide ou le livre qui dit quelles sont les personnalités de la République Srpska, un journaliste a dit de moi ceci et m'a cité: l'armée serbe fait la guerre, mais nous ne sommes pas des barbares. Nous ne combattons contre les femmes, les enfants, les vieilles personnes. Nous sommes chevaleresques et c'est notre guerre aussi qui l'est. Voici une copie de ce document. C'était en 1994. En juillet 1995, j'ai envoyé pour la énième fois un document au corps de l'Adréna à propos de la nécessité de respecter le droit international humanitaire et de bien traiter la Forproni. Je pourrais vous donner des centaines de citations du même genre. Et j'ai recommandé au chef du corps de la Bosnie orientale de transférer les prisonniers pour qu'ils se soient en lieu sûr sur un territoire qui était le leur. Et ça s'est fait. Personne n'a été victime d'abus. À une autre occasion, j'ai aidé un général musulman à aller se faire soigner à Belgrade, je peux vous le promettre. Mais nombreux sont les autres exemples que je ne peux malheureusement pas étayer par des documents ici. Il y a pléthore d'éléments de preuve qui montrent mon attention spécifique. Pendant toute la guerre, j'ai essayé de créer des conditions et un climat qui permettrait à tous les soldats de comprendre et d'accepter la nécessité de respecter le droit international humanitaire et le droit de la guerre. Et beaucoup ont confirmé que ça s'était bien fait. Ils le savaient, il y avait eu des formations à cet égard. À un moment donné, la VRS avait quelques 220 000 hommes qui étaient déployés en 143 unités, des milliers de bataillons, des compagnies entières et des sections. C'est clair, je ne pouvais pas être dans chacune de ces formations pour contrôler si on appliquait bien les règlements. Mais je suis certain d'une chose, c'est que j'ai bien fait mon devoir. Tout le monde savait comment, chacun des hommes savait comment il devait se comporter. S'agissant des obligations, du devoir qu'a un officier, chargé de la morale et des affaires religieuses, c'est quelque chose qui a été redéfini et souvent déformé ici dans ce procès. Difficile pour une personne profane de bien comprendre ces dispositions. Il y a beaucoup d'officiers de la VRS eux-mêmes qui ne comprenaient pas tout à fait en quoi consistait mon travail. Lorsque vous avez entendu beaucoup d'officiers haut placés qui ont témoigné ici, vous l'aurez compris. J'ai 40 ans d'expérience. Un exemple. Un prêtre, il a parmi ses ouailles une petite paroisse, alors qu'un archevêque, lui, il a une paroisse, il a beaucoup plus de personnes qu'il est censé administrer et il les guide, il leur dit comment se comporter au quotidien. L'archevêque
lui, il ne peut pas être tenu responsable de crimes isolés, individuels, à moins que lui ne soit à l'origine de ces crimes dans l'histoire. Vous ne trouverez aucun exemple qui prouverait le contraire. Quand on est chef adjoint de la morale et des affaires religieuses, on n'est pas dans la voie hiérarchique, on ne donne d'ordre à personne. Ce que cet officier fait, c'est lancer des messages moraux, éthiques sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, sur les règles à respecter. S'il y a un crime commis quelque part, il ne saurait être tenu responsable personnellement. Tout ce qu'il peut faire, c'est exprimer un regret et dire que c'est une leçon. Bon, c'est pas comme vous avez, par exemple, on ne peut pas te tenir responsable d'un acte commis dans une paroisse, un cardinal, un archevêque. Moi, c'est un peu mon travail. C'est ce que fait un prêtre plutôt que ce que fait un officier de la voie hiérarchique. Il y avait 5 évêques orthodoxes dans la zone où je travaille et souvent j'ai coopéré avec eux. Et maintenant, vous en avez certains qui ont repris une partie de mon travail. Madame et messieurs les juges, je ne dis pas du tout ici qu'il n'y a pas eu des cas de violation des lois et coutumes de la guerre. Mais ce que je dis, c'est que ceci s'est fait à mon insu. Jamais je n'en ai été informé. Soyons clairs. J'accepte tout à fait et je soutiens les critères appliqués en droit international. Aussi ceux qui régissent la responsabilité pénale, je les ai toujours respectés pendant la guerre. Je l'ai toujours dit et je le répète aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire à quel point je regrette la perte de toute vie humaine, les sévices, les mauvais traitements dont étaient victimes les gens de Bosnie-Herzégovine, ceux de la vallée de la Drina, ceux de Bratunac, comme ceux de ma ville natale de Berkonic, où se trouve la plus grande fosse commune. Je suis désolée de ce qu'ont vécu les gens de Sarajevo et de Jepa, quelle qu'était leur appartenance ethnique, religion, la couleur de leur peau, l'endroit où ils vivaient. Ce sont tous mes compatriotes, mes concitoyens, mes voisins. Je suis navré de ce qui leur est arrivé. Des victimes, ce sont des victimes, et des criminels restent des criminels. Mais le pire des crimes, c'est la guerre qu'il a commis, une guerre impitoyable, une guerre sans merci, et ceux qui l'ont commencé pendant toute la durée du procès. Vous avez vu bon nombre de documents dans lesquels les partis politiques, des chefs militaires, me vilipendent, essaient de me discréditer, de ternir ma réputation. Je ne vais pas répondre à toutes ces questions. Je pourrais vous dire pendant des heures pourquoi je n'ai jamais répondu à ces invectives, à ces accusations. Je me contenterai de dire quelques mots. Pendant toute la durée de la guerre, il y avait discorde, mésentente entre la partie occidentale et la partie orientale de la République srpska. Ça a été un sujet constant de discussion à l'Assemblée. On estimait que la partie occidentale avait supporté tout le fardeau de la guerre sans rien gagner. Même en 1994 et en 1995, il est devenu clair que la partie occidentale allait se livrer et se rendre sans combat. Mais nos ressources étaient utilisées ailleurs. Et ceci a vraiment sapé le moral de notre armée. Nos hommes m'en ont souvent parlé. J'ai été témoin de tout ceci. J'ai vu toutes ces manigances, tous ces plans qui avaient été tramés. C'est pour ça qu'on a essayé de ma capacité, on a incité de mettre des obstacles sur ma voie. On a mis en branle tout un appareil de propagande contre moi. On voulait me remplacer par quelqu'un qui était un béni oui-oui. Et oui, effectivement, j'ai été finalement remplacé par Miroslav Derenic, qui était un membre actif
directive du parti au pouvoir. En 1995, je m'opposais résolument à Potrinier comme ailleurs à l'engagement de la VRS. Les dirigeants de la Republika Srpska et de l'armée le savaient. Les seuls qui étaient d'accord avec moi, c'était Djukic, Maric, commandant adjoint, ainsi que le vice-président Koljevic, entre autres. Il est symptomatique que Maric était dans une voiture avec moi lorsque nous avons eu un accident de voiture en mars 1995, ce qui veut dire que nous avons passé beaucoup de temps de convalescence en dehors du territoire de l'ARS. Peu de temps après, Maric a été victime d'un autre accident de la circulation et il a succombé à ses blessures. Jamais on n'a mené de véritable enquête sur ces accidents, mais une chose est claire, il était impossible que j'aie participé à l'élaboration des directives 4 et 7, tout simplement parce que je n'étais pas là. J'ai vu ces documents pour la première fois ici à La Haye. L'accusation n'a jamais prouvé le contraire. Par conséquent, je pense qu'il faut vraiment porter son attention sur la partie occidentale de la RS où l'armée était épuisée, plutôt que de se concentrer sur la partie orientale qui n'était pas importante pour l'issue de la guerre. C'est pour ça que beaucoup de plans m'ont été dissimulés, parce que je n'ai pas pu faire mon devoir de commandant chargé de la morale et des affaires religieuses. J'ai essayé de démissionner plusieurs fois, mais ça a toujours été refusé parce que le commandant disait que les temps étaient durs et que ma présence était nécessaire. Pourquoi est-ce que j'ai agi de la sorte? Pas pour des intérêts personnels, pour un gain personnel. Au contraire, j'étais convaincu que ce aurait été immoral d'agir de la sorte en temps de guerre. Je n'avais pas besoin de promotion, je n'avais pas besoin d'argent. J'ai agi uniquement de la seule façon qui me permettait de sauvegarder mon honneur, l'armée, le peuple, et pour soulager des souffrances imminentes. Et c'est bien ce qui s'est passé finalement. Et c'est seulement grâce au vice-président Koljevic, un grand intellectuel, un grand humaniste, c'est uniquement grâce à lui que on a réalisé les accords de Dayton. Et qu'il y a eu survie de ma ville de Merkonitz. Vous avez entendu beaucoup de témoins qui vous ont parlé de la discorde qui régnait parmi les dirigeants de la République, surtout en partie orientale à Potrinier. Et il n'y a aucune raison raisonnable de penser que moi j'aurais pu être membre d'une entreprise criminelle commune en ligue avec ces gens-là précisément qui prônaient tout ce qui était contraire à mes convictions et qui ont orchestré ma liquidation personnelle. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, j'ai toujours cru et je crois encore aujourd'hui que ce tribunal est une institution établie par tous les États membres des Nations Unies. C'est pour ça que tout ce que fait ce tribunal, tous les documents que ce tribunal a à sa disposition, c'est un trésor que doivent conserver les pays du monde pour aujourd'hui et pour demain aussi. Je suis sûr que avec le processus d'intégration qui se poursuit dans ce monde, ce travail que fait le tribunal, c'est un travail que les historiens, les scientifiques vont et les chercheurs du monde entier vont pouvoir utiliser lorsqu'ils chercheront à trouver une solution qui ne soit pas entachée de parti pris. En mars 2005, lorsque je partais en direction de La Haye, le Premier ministre de Serbie et Vladika Gregori m'ont dit qu'ils savaient qu'ils envoyaient un innocent à La Haye, mais que s'ils le faisaient, c'était dans l'intérêt de l'État. Et ils ont dit aussi que Carla Del Ponte avait promis que je ne serais à La Haye que pour la durée du procès et que je serais en fait mise en liberté provisoire le plus vite possible. Mais ce n'est plus le même Premier ministre et Madame Carla Del Ponte n'est plus là non plus. Et le procureur veut que je meure en prison, en dépit de ce qu'ont dit beaucoup de professionnels de la santé, aussi bien ici à La Haye qu'à Belgrade. Certains d'entre eux
qui ont une réputation internationale dans la profession médicale s'attendent à ce que je vous présente une demande de grâce quand j'aurai 105 ans. Des accusations étaient portées contre moi, des insinuations, toutes sortes d'hypothèses farfelues ont été lancées contre moi. Croyant que si on répète un mensonge suffisamment longtemps, eh bien, ça va être cru. S'agissant de quelqu'un qui n'est soutenu par aucune institution, par aucun État, qui n'a aucune ressource pour se défendre. Tout ce que je peux dire, c'est que je crois et que je place mon destin entre les mains de la justice et de Dieu. Je crois en la justice, mais je crois aussi au fait que vous êtes des juges professionnels, sans parti pris, des juges compétents. C'est la raison pour laquelle j'espère de vous un acquittement. Autre chose qu'un acquittement, ce serait le début de la fin. Pour moi, mais aussi, moi je n'ai plus beaucoup d'espérance de vie, mais ce serait aussi la fin des valeurs de civilisation de l'humanité. Je pourrais parler plus longuement, mais je m'en tiendrai là. Merci de m'avoir donné la permission de m'exprimer. Je n'ai pas fignolé ici, mais vous comprendrez que depuis 4 ou 5 ans, je n'ai plus l'occasion de m'exprimer en public et je vous remercie. It's time Monsieur Guerrero, il est l'heure de la pause. Toutefois, nous avons presque terminé. Nous sommes presque à la fin de ceci. Donc, j'aimerais demander aux personnes ici présentes de rester 5 à 6 minutes, en fait, aux interprètes, aux techniciens, etc. Nous aimerions dire quelque chose et par la suite, je vais déclarer les débats clos. Et nous allons tous pouvoir rentrer, oui. Très bien, je vous remercie. Pendant 3 années, nous avons voyagé ensemble. Des fois, nous avons pris le train. Des fois, c'était des eaux troubles. Des fois, le voyage était parfois calme sur le plan l'interprète et parfois, c'était en eau trouble. Nous arrivons maintenant à la fin de ce long voyage avant de commencer demain un autre voyage qui sera celui de donner une décision finale et nous l'espérons bien dans quelques mois et ce dans 2 ou 3 mois. Vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que ce procès était long, laborieux et dans certains aspects difficiles, une affaire difficile à mener et il y a beaucoup de choses qui peuvent survenir lorsqu'il s'agit d'un seul accusé et encore moins lorsqu'il s'agit de... Et encore plus, il peut y arriver plein de choses lorsque on a plusieurs accusés. J'aimerais dire que, au cours des 3 dernières années, lorsqu'on pense au nombre d'accusés, c'est le plus grand nombre d'accusés que nous avons jamais eu devant le TPI, le nombre de victimes que nous avons entendues et la preuve compliquée que nous avons entendue était quelque chose de remarquable. Nous avons réussi ensemble à travailler dans un esprit de coopération et nous avons tous travaillé ensemble de la façon la plus coopérative. Ayant dit ceci, je voudrais vous donner, vous dire quelque chose. Personnellement, j'aimerais remercier mes 3 collègues, le juge Kwon, le juge Prost et le juge Stolley. Je vous remercie énormément de votre contribution dans cette affaire. Votre contribution a été formidable et ce n'est que grâce à votre soutien, votre expérience, votre patience, vos conseils et votre participation active que j'ai réussi à survivre à ce procès. Je voudrais donc vous remercier très publiquement du fond de mon cœur. Cela a été un honneur et un plaisir de travailler avec vous. Et maintenant, nous allons avoir la tâche qui sera celle d'arriver à un jugement final.
ce sera une mission très complexe. Dans cette affaire, nous avons eu beaucoup d'aide des officiers, des personnes de l'accusation. Nous avons eu une aide extraordinaire par les conseils de l'accusé, les conseils de la défense pour l'interprète, et nous arrivons à cette étape finale sans stress, sans friction ou sans tension. Au nom de la Chambre de première instance, je voudrais vous exprimer notre gratitude. Vous vous souviendrez qu'au tout début de cette affaire, nous avions pris une décision très importante, et c'était d'imposer le moins de limites possibles sur chacun d'entre vous. C'était un risque que nous avons pris, bien sûr. Nous vous avons fait confiance, nous vous avons donné une liberté pleine et entière pour présenter vos moyens sans vous interrompre, sans restriction. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, je suis très heureux de dire que cette expérience a été excellente et a été couronnée de succès. Donc je remercie toutes les parties, à la défense ainsi qu'à l'accusation. Vous avez été vraiment excellents. La Chambre de première instance aimerait également remercier au Conseil, à ceux qui, depuis le début de cette affaire, sont soit partis comme Maître Mick, Maître Stojanovic, Maître Condon et Maître Sarapa, ou M. Mirkic, qui est décédé, dont nous nous souviendrons avec beaucoup de respect. Donc il y a une liste de personnes que je voudrais remercier. Je commence avec le greffe. Cela veut dire M. Hans Holthaus et son successeur M. John Hawking. C'était pour eux aussi un défi, et ils en sont sortis avec excellence. J'aimerais également remercier les personnes qui se sont occupées de nous, le greffier adjoint qui s'est occupé de nous. J'aimerais également remercier Mme Catherine Markowell qui a assuré la coordination d'un très grand nombre de questions qui nous concernaient. Nous aimerions également remercier Madame Pauline Thomas au greffe, l'officier chargé de cette affaire. Elle était toujours présente, elle était toujours là lorsque nous avions besoin d'elle, et elle avait toujours une solution en main. Nous aimerions également remercier Madame Heza Alvarez Riez, qui est là aujourd'hui. Elle a été avec nous pendant la plupart de pendant un très grand nombre d'années. J'aimerais également remercier M. Srdjan Vojanovic qui nous a beaucoup aidés. Nous aimerions également remercier Mme Eva Traversan, notre huissienne. Eva, votre travail a été impeccable. Nous aimerions également remercier Mme Caroline Amerali, le chef adjoint du CMSS. Nous vous avons des fois causé des migraines, mais vous vous en êtes sortis et nous vous en remercions. Nous aimerions également remercier le CLSS de leur appui et de leur soutien. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les interprètes ont l'une des tâches les plus difficiles dans ce tribunal. Et je crois que vous serez tous d'accord avec nous pour dire que dans cette affaire, ils ont fait preuve de grande patience et ils ont été très efficaces. Nous aimerions remercier Mme Maya Rujic, son adjoint Mme Mariana Nikolic. Nous aimerions remercier toutes les personnes qui travaillent au CLSS et vous avez été absolument excellents. Merci beaucoup. Il en vaut de même pour les sténotypistes et les personnes participant au débat. Et nous aimerions vous remercier de tout ceci, ainsi que bien sûr les personnes à la régie technique. Votre travail n'a pas toujours été facile. Vous vous souviendrez qu'à plusieurs reprises, il nous a fallu rester un peu plus longtemps que nos heures prévues. Nous vous remercions d'être restés chaque fois lorsque nous vous avons demandé de rester plus longtemps, et nous vous remercions d'avoir été si aimable. Nous aimerions également remercier M. Rob Bersoni, chef de l'unité audiovisuelle, et son équipe, ainsi que M. Michel Lagervey, son équipe de techniciens. Nous aimerions également remercier, et ce avec une mention spéciale, les personnes chargées du prétoire électronique, M. Inaudible, et son personnel. Tout ceci a permis que cette affaire se poursuive
et procède sans embûche. Nous vous en remercions, mais il ne faut pas non plus oublier la section chargée des victimes et des témoins. Et de nouveau, j'aimerais également les remercier. J'aimerais également remercier toutes les personnes qui sont responsables du compte-rendu d'audience. Si je ne me trompe, notre contact était Madame Roselyne Mathias. Et pour ce qui est du témoin, de la section chargée des victimes et des témoins, bien sûr, nous aimerions remercier Madame Isabelle Skoukan. Encore une fois, j'aimerais également remercier sur le plan interprète le OLAD, le chef de cette section, Madame Susan Stewart Armedelich, Stuart Grubich et Madame Zozurovic. J'aimerais également remercier les officiers de sécurité de ce tribunal. Nous vous remercions et je suis tout à fait certain que votre chef, Monsieur Bonnie Atkins, vous transmettra ce message, vous à toutes ces personnes qui nous ont aidés dans le cadre de ce procès et qui ont fait en sorte que tout se passe sans problème. J'aimerais également remercier nos secrétaires, Madame Renée So, Madame Barbara Geckner, Madame Alette Bergdorf et jusqu'à il y a un an, Monsieur Rudy Inaudible. Ces personnes, vous êtes des personnes qui avaient travaillé fort, vous nous avez aidés à préparer chaque audience de façon extraordinaire. Donc, votre travail a été grandement apprécié. Et en dernier lieu, j'aimerais remercier notre juriste hors classe, Monsieur John Gabon, Susan Malmström, Ordofino, Nakako Onishi, Ofra Natif, qui d'ailleurs quitte le tribunal et la chambre de prévention cette semaine. J'aimerais également remercier Norman Guibert qui passera à une autre affaire. J'aimerais également remercier Ruben Karamaki qui nous a rejoint dans le cours de ce procès, Lia Campbell, Jura Kera, Petra Dijkstra, Naki Hume, et les internes, Marie-Elena Vignoli, Rosa Aloisi, Gregory Shannon, Mark Lovsky. Je dois également mentionner les juristes qui sont partis. J'entends par là Madame Lucia Catalani, Monsieur Yang Song, un collègue, Timon Blumenstock, qui nous a quittés depuis, Mary Fan, Michael Don Taylor et James Bishop. J'aimerais également remercier Madame Melenstra et son prédécesseur Dubravka Polic. J'aimerais également remercier tous les stagiaires qui sont venus et qui sont partis entre-temps. Leur contribution nous a été très utile. J'aimerais également en dernier lieu remercier le gouvernement de la Corée du Sud qui nous a généreusement donné pendant 2 ans d'abord M. Song et ensuite M. Hin qui restera avec nous jusqu'à la fin de cette affaire et qui par la suite passera à une autre affaire après. Chers collègues, nous vous laissons ici sur une note positive. Nous allons de nouveau nous retrouver dans quelques mois pour le jugement final. Je vous remercie. All rise. Levez-vous la main.